La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans l'univers sonore des interviews d'Eric Cooper. Regarde toujours la direction du soleil et tu ne verras jamais l'ombre derrière toi. Proverbe japonais. Alors pourquoi un proverbe japonais ? Eh bien c'est pour vous introduire celle qui est aujourd'hui l'actrice de ce podcast, donc des interviews d'Eric Cooper. Elle s'appelle Florence Pissard et je vais vous présenter un livre qu'elle vient juste de sortir qui s'appelle Japonaise, celle qui éclaire le ciel. Alors ce livre est composé de 40 dessins de femmes qu'elle a rencontrées au Japon. Elle a fait bien sûr un séjour de plus de 18 mois au Japon et elle est revenue avec sous le bras des croquis qu'elle a réalisés donc de ces femmes japonaises. Et donc, c'est ce livre qui s'appelle « Japonaise, celle qui éclaire le ciel » que l'on va découvrir, mais on va aussi découvrir, bien sûr, l'autrice, donc Florence Pissard. Alors, si ça vous intéresse, ce livre est publié chez Parti pour Édition. Alors, tout de suite, une première question, Florence Pissard. Lorsqu'on veut garder un souvenir d'un événement joyeux ou d'un concert, en général, on fait appel à un photographe, mais on peut aussi faire appel à vous. Et là, vous faites des croquis. Alors, comment ça se passe à un mariage ? J'imagine, les mariés sont devant l'église, ils doivent poser pendant 1 heure, si vous voulez, les croquer. Comment ça se passe, en fait, votre métier de dessinateur de souvenirs ? Alors, effectivement, j'ai développé depuis quelques années une activité de dessin d'événements sous forme de croquis qui sont réalisés sur le motif en temps réel. Et en fait, l'intérêt de cette approche, c'est justement d'être vraiment dans quelque chose de très vivant, de capturer l'instant et de transmettre en allant à l'essentiel vraiment des émotions, plus que énormément de détails. Ou voilà, dans le dessin, on n'a pas le temps de tout mettre. Donc, par rapport à une photo, c'est quelque chose de plus rapide, de plus enlevé. Et en fait, je fais jamais poser les gens. Donc, je dessine les gens tels qu'ils sont, en mouvement. J'attrape au vol. On va les reconnaître grâce à une posture. On va sentir un petit peu l'ambiance, etc. C'est vraiment ça le croquis. C'est travailler dans l'instant. Et après, quand vous retournez chez vous, les dessins, vous les modifiez légèrement ou pas ? Oui, je les retravaille un petit peu, mais surtout pour mettre un peu plus de force à certains endroits, retravailler les couleurs. Mais l'essentiel du travail se fait sur place, en direct. Quel était le déclencheur un jour de votre envie de dessiner ? Ah, c'est une excellente question parce que je dessine depuis depuis ma petite enfance. Donc je pense que le déclencheur, c'est que j'ai vu des gens dessiner et prendre du plaisir à peindre et à jouer avec les couleurs autour de moi. Donc notamment ma maman, mon grand-père. Il y a plusieurs peintres dans ma famille. Et puis à un certain moment de ma vie où je n'étais pas très bien dans mes baskets au début de la vingtaine, je dirais. Le dessin, ça a été vraiment un chemin un petit peu d'apaisement et qui m'a permis de me sentir mieux avec moi-même et avec les autres. Voilà, donc j'ai commencé à dessiner un petit peu tout ce qui se passait autour de moi et c'était une manière d'être en lien avec le monde. Vous vous définissez comme une croqueuse professionnelle. Est-ce que ça veut dire que vous dessinez tout le temps tout ce que vous voyez ou bien vous avez plutôt des sujets de prédilection ? Au niveau des sujets, je travaille sur des sujets variés. C'est vrai que j'aime énormément dessiner les gens en mouvement dont on parlait tout à l'heure. Donc j'ai développé effectivement cette activité de croquis de spectacle et de croquis de mariage. Après, je fais aussi des paysages, des arbres. En fait, ce qui m'intéresse, c'est le vivant. Mais le vivant, il peut s'exprimer dans la fissure d'un vieux mur, ou ça peut être l'effervescence d'un marché, ou ça peut être un enfant qui apprend à marcher. Je m'intéresse au vivant. Par rapport à une photo, vos croquis, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de différences ou bien c'est un style qui n'est pas le même ? Est-ce qu'on arrive vous parlez du vivant, est-ce qu'on arrive à capturer le vivant aussi bien en photo qu'en croquis ou bien mieux en croquis qu'en photo ? Je sais pas si on peut parler de mieux ou moins bien. Ce sont des façons différentes d'approcher les choses. Je pense que dans le croquis, il y a effectivement
ce côté, on doit aller très vite et on doit choisir. Et du coup, il y a quelque chose vraiment dans le geste qui va transparaître et donner un côté très, très spontané, très vibrant. Mais moi, je dis toujours aux gens, hein, c'est pas mieux qu'une photo, c'est juste, c'est différent, quoi. Est-ce que le dessin, c'est quelque chose d'inné ou bien il faut absolument passer par des structures comme l'Institut Saint-Luc ou l'Académie, par exemple? Je pense pas du tout que ce soit quelque chose d'inné. Je pense qu'il y a, quand parfois il y a des gens qui disent, moi le dessin c'est pas pour moi je sais pas dessiner, je sais pas tenir un crayon. Je pense au contraire que c'est à la portée de tout le monde, mais que c'est quelque chose qui se développe dans la pratique. Et voilà, ça peut être soit en suivant des cours via une institution, soit en travaillant avec, aux côtés de quelqu'un qui dessine déjà depuis longtemps. On peut apprendre avec des livres, on peut apprendre avec des vidéos, mais l'important c'est de pratiquer, c'est de dessiner, c'est de noircir des feuilles et aussi de ne pas avoir peur d'aller dans des directions qui sont peut-être moins dans notre zone de confort, tester quoi. Vous réalisez des croquis. Est-ce qu'un jour, vous pourriez faire une bande dessinée? Alors, la bande dessinée, je pense que moi, j'ai une approche qui est plutôt du côté de l'illustration. Je crois que dans la bande dessinée, il y a un langage qui est plus cinématographique, en fait, dans la manière de découper, de raconter les choses. Mais en tout cas, ça m'intéresse vraiment beaucoup de mélanger le texte et l'image. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu 2 mots de ceux qui ont partagé leur savoir avec vous et qui ont fait en quelque sorte l'artiste que vous êtes? Je veux simplement que vous nous parliez un peu de vos profs en fait. Oh là là alors, j'ai par rapport au dessin, je pense que mes premiers enseignants, ça a été des gens dans ma famille. Donc, ma maman qui fait de la peinture à l'huile avec une approche très, très instinctive et qui a un sens vraiment très... Très, très, très personnel et très puissant des couleurs, je trouve. Et aussi mon grand-père, qui m'a toujours emmené dessiner avec des carnets ou parfois un petit peu bricoler des vieux bouts de carton. Et on allait dessiner dans le jardin ou dans la forêt ou à la plage, les rues du village. Je pense que c'est beaucoup lui qui m'a amené dans cette idée de dessiner sur le vif et de travailler sur le motif. Par la suite, j'ai fait énormément de cours de modèle vivant avec un professeur qui s'appelle Hugues Grenier, qui est un dessinateur, illustrateur, sculpteur belge qui a à un moment donné monté son propre atelier. Et on travaillait beaucoup donc avec le modèle et des modèles qui posaient sur des poses assez courtes. Et je pense que c'est là que j'ai développé quelque chose de l'ordre de la rapidité et ne pas avoir peur de dessiner très rapidement des gens en mouvement ou apprendre à observer aussi quand les gens bougent. On a tous une sorte de posture naturelle qu'on a tendance à reprendre après quelques instants. Et donc, si on observe des gens, par exemple, qui sont, je sais pas moi, installés en terrasse, ils bougent, mais chacun a un peu une position qui revient. Et donc, on peut apprendre aussi à déceler cette position. Et quand la personne bouge, on attend un petit peu... et puis, on sait que cette position, elle va revenir plus tard. Quelles sont les techniques que vous utilisez dans vos croquis? Alors, je travaille surtout avec des techniques rapides, mais qui sont quand même assez variées. Donc, je travaille énormément avec l'aquarelle, avec aussi des encres qui m'arrive de fabriquer moi-même. Et j'aime bien mélanger un travail au trait et un travail au pinceau. Donc, dans le trait, il y a quelque chose d'un peu plus contrôlé, d'un peu plus maîtrisé. Et puis, il peut y avoir dans le même dessin des choses à l'aquarelle ou à l'encre avec beaucoup d'eau et beaucoup plus de lâcher prise. J'aime bien mélanger les deux. Je travaille aussi au crayon, au pastel, au fusain. Pour japonaise, j'ai beaucoup travaillé avec des techniques un peu plus longues, notamment des collages.
des superpositions, voilà. Vous dites une technique rapide, mais quand on regarde vos dessins, entre autres dans japonaise, on a l'impression que ça a dû vous prendre quand même pas mal de temps. C'est pas si rapide que ça. Hein. Oui, alors effectivement, pour japonaise, en fait, j'ai vraiment voulu sortir de ma zone de confort, parce que ça faisait quelques années que je travaillais beaucoup autour du croquis rapide. J'avais fait plusieurs expositions autour de ça, et c'est un peu la technique que j'utilisais toujours en voyage. Et là, c'était vraiment un nouveau sujet aussi pour moi de travailler autour du portrait et du visage. Et j'ai eu envie justement de quitter mes habitudes et d'essayer de faire, d'utiliser des techniques beaucoup plus lentes, un processus de création aussi beaucoup plus étalé dans le temps. Et c'était assez nouveau pour moi. Quand vous sortez de chez vous, est-ce que vous avez toujours un carnet de croquis, des crayons dans votre sac et que vous profitez du moindre instant peut-être pour faire des croquis, ou bien de temps en temps, vous dites que vous ne faites ça que le samedi et le dimanche? Ça dépend des périodes. En fait, à certaines périodes, effectivement, j'ai toujours un carnet dans mon sac et j'ai des cartons entiers de carnets dans le garage de ma belle-mère parce que à certaines époques de ma vie, j'ai dessiné absolument partout. Et à d'autres moments, ça arrive que l'envie soit pas là. Par exemple, ces derniers mois, retour à Bruxelles après un voyage, confinement, etc. Franchement, la motivation de dessiner le quotidien n'était pas très présente. Et parfois, ça se manifeste aussi autrement. J'écris aussi des haïkus, et c'est aussi un petit peu l'équivalent en écriture du croquis, voilà. Vous avez déjà exposé vos œuvres en Belgique et dans d'autres pays. Est-ce que ça permet, ce genre d'exposition, ou les expositions auxquelles vous participez, d'avoir un contact direct avec le public, avec ceux qui... Parce que quand, pour les livres japonaises, vous ne savez pas qui va les voir, dans le fond, et vous ne savez pas quel va être leur... ils vont adorer ou ils vont peut-être détester aussi. Dans une exposition, les gens, ils sont là, vous êtes là, ils viennent vous trouver en disant qu'ils adorent ce que vous faites ou pas. Enfin, on espère qu'ils aiment quand même. Est-ce que justement, ça favorise le contact avec le public ? Oui, bien sûr, et c'est quelque chose qui me faisait assez peur au début, mais je me suis rendu compte rapidement que j'aimais beaucoup ça. Et effectivement, dans la création, il y a une dimension personnelle, mais pouvoir partager et recevoir les retours des gens et voir un petit peu à quel endroit ça parle, à qui ça parle. Parfois, les gens, ils voient des choses que moi, j'avais pas vues, ou parfois, ils adorent, alors que moi, j'étais pas si sûre de moi sur ce coup-là, ou à contrario, j'ai fait une exposition un peu plus abstraite et j'aimais beaucoup ce travail. Pour moi, j'avais l'impression d'y avoir mis une dimension peut-être plus intime. Et cette expo n'a pas si bien fonctionné que ça. Et j'ai eu un peu des retours, mais c'est pas vraiment toi, on reconnaît pas ce que tu fais. Et c'est intéressant, Ça, après, ça ne me... C'est pas ça qui détermine mes termes de création ou mes projets, mais c'est vraiment super intéressant de pouvoir les partager. Et j'ai la chance de pouvoir faire des expos dans des contextes et des lieux super différents. Et c'est quelque chose que j'adore aussi. Je crois que j'aime vraiment bien le fait que l'art permette comme ça de rencontrer plein de gens dans plein de milieux, dans plein d'endroits. Et de pouvoir partager à partir... à partir de la beauté ou à partir d'une œuvre, dans des endroits c'est différent. Par exemple, Japonaise a été exposée au Japon dans différents lieux. Il y a eu un café très alternatif à Tokyo. Il y a eu aussi l'ambassade de Belgique. Quand je suis revenue ici en Europe, j'ai exposé certains de ces dessins. J'ai fait une exposition autour du portrait dans une kermesse en Wallonie. Il y a quelques mois, j'ai fait une exposition dans la rue à Jérusalem sur la ligne verte. J'aime beaucoup cette variété en tout cas. Et comment vous gérez la critique ? Plutôt zen ou alors pas zen du tout ? Je crois que je suis... Ça peut m'atteindre, je peux pas dire que je suis complètement zen par rapport à ça. Après, je suis assez sensible et je vais essayer de comprendre un petit peu... Si la critique est mauvaise, comment ça se fait ? Qu'est-ce que j'ai mal expliqué ? Qu'est-ce qui n'est pas compris ? Ou pourquoi Mais encore une fois, c'est pas non plus, c'est pas une mauvaise critique qui m'empêchera de creuser dans une direction ou qui déterminera le sujet de mon livre suivant.
vous êtes parti 18 mois au Japon. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait sur un coup de tête ou bien c'était mûrement réfléchi? Non, c'était assez réfléchi. Donc, mon mari, via son travail, avait des possibilités de travailler en expatriation pendant des périodes comme ça de un an, 2 ans. Et puis voilà, on est passionnés de voyage tous les deux et on avait vraiment cet appel, on ressentait vraiment un appel à faire ça à ce moment-là, à découvrir le monde. Et ça s'est pas mis tout de suite. Donc quand on est parti, ça faisait un moment qu'on en rêvait. Donc c'était un projet qui était dans nos cœurs et dans notre imaginaire depuis un moment. Et au Japon, vous avez rencontré 40 femmes. Alors, comment se sont déroulées ces rencontres? Alors en fait, j'ai vraiment eu, quand on est arrivé là-bas, donc vivre notre rêve, le premier mois, c'était formidable. Donc on habitait à Sapporo, c'est une ville dans le nord du Japon, sur l'île d'Hokkaido, qui est assez différente des clichés qu'on peut avoir sur le Japon, vu depuis l'Europe. C'est pas tellement une ville où on peut ressentir le Japon traditionnel qu'on va retrouver, je sais pas, dans les estampes, dans les films, dans une certaine littérature. C'est un Japon assez moderne, sur une île qui a une nature sauvage et magnifique. Mais la ville de Sapporo elle-même est assez difficile à appréhender pour un occidental. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Et après un moment, je me suis quand même sentie vraiment un peu en difficulté culturelle. Et puis aussi, le rêve n'était pas aussi facile une fois sur place. Et c'est aussi un petit peu pour m'en sortir et pour faire des rencontres, tout simplement, que je me suis dit, je vais lancer un projet de dessin. J'y avais déjà pensé un petit peu avant de partir, et là, il y a vraiment eu une forme d'urgence, quoi. Et j'avais cette idée de faire un projet autour des femmes et de proposer une rencontre autour du portrait, d'utiliser en fait le portrait pour créer la rencontre et pouvoir échanger un petit peu de manière intime autour de nos cultures, de nos vies, de nos aspirations. Et donc, je suis partie en quête de modèles, au mois de février, mars à Sapporo. Donc, c'est une ville où l'hiver dure presque 6 mois. Donc, c'est un peu énormément de blanc, de neige. Et je ne parlais pas japonais. J'essayais d'apprendre un petit peu, mais je n'étais pas du tout capable de contacter des gens en japonais. Et donc, j'essayais un petit peu, dans les lieux publics, via les rares personnes qu'on rencontrait, de demander si quelqu'un voulait être ma modèle et me raconter sa vie. Et c'était assez compliqué. On ne me disait pas non, très franchement, mais c'était impossible d'avoir, concrètement, d'avoir un rendez-vous ou même une adresse mail pour commencer à organiser quelque chose. Et donc, c'était assez difficile. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que toute seule, j'allais pas y arriver. Et aussi qu'au Japon, on rencontre pas des inconnus comme dans d'autres parties du monde. C'est quelque chose de très culturel, la manière dont on peut créer un contact et commencer à discuter avec des gens qu'on n'a jamais rencontrés. Et jusque-là, j'avais toujours utilisé le dessin pour ça. Donc, à savoir que quand je voyage, dans un pays, par exemple, dont je ne parle pas la langue, imaginons en Palestine, j'étais en Palestine, je sors mon carnet dans la rue, je commence à dessiner. Et en fait, les gens, ils me demandent spontanément si je peux faire leur portrait. Tiens, tu me dessines. Et ça se fait tout seul. Et au Japon, ça fonctionnait pas du tout. Donc j'essayais un petit peu, je me souviens, j'étais dans un temple et délibérément, je m'étais installée plutôt dans un endroit bien visible au milieu en me disant les gens vont, ça va attiser leur curiosité, ils vont peut-être... Puis il n'y a pas tellement d'étrangers dans cette ville, donc quand il y en a un, les gens peuvent être un peu curieux et ça va créer quelque chose. Et en fait, j'ai constaté qu'au contraire, les gens faisaient plutôt un détour pour ne pas me déranger, pour ne pas m'imposer leur présence. Et donc, le contact ne se créait pas du tout.
Et j'ai fini par comprendre qu'au Japon, si on veut rencontrer des personnes, une des façons de faire, c'est d'être présenté. Et donc, il faut trouver des intermédiaires. Et je suis partie en quête d'intermédiaires. Et une fois que vous avez eu cet intermédiaire, est-ce que ces femmes ont accepté facilement de se laisser dessiner ? Il y en a quelques-unes qui ont accepté très rapidement. Donc, en particulier, il y a ma toute première modèle qui s'appelle Satomi. C'est une japonaise qui avait travaillé dans la coopération internationale en Afrique. Donc, on avait un peu en commun ce goût du voyage et voilà, le fait de se retrouver dans une culture à milieu de la nôtre et d'être un petit peu perdue. Et elle avait appris le français là-bas. Et donc, elle parlait un très bon français avec un accent africain. C'était vraiment très rigolo. Et elle m'a dit oui tout de suite. Vraiment, c'était immédiat. Et par la suite, elle m'a aidée en fait à trouver d'autres personnes. Donc, elle a parlé de moi autour d'elle. Elle m'a aidée aussi. Elle a travaillé comme interprète pour d'autres rencontres avec des femmes qui parlaient uniquement japonais. En tout cas, petit à petit, il y a un réseau qui s'est mis en place. Et c'est vrai que plus le projet avançait, en plus ça devenait facile. Et à un moment donné, il s'est porté tout seul. Et je me suis retrouvée à recevoir pas mal de mails. À la fin, il y a des rencontres que je n'ai pas eu le temps de mettre en place parce qu'on allait bientôt partir et qu'il fallait bien mettre une limite. Et 40, c'était déjà pas mal, mais j'aurais pu continuer. Il y avait des candidates. Alors, le sous-titre de votre livre, donc japonaise, « Celles qui éclairent le ciel ». Comment est-ce qu'elles éclairent le ciel ? En partageant leur lumière singulière. C'est un titre qui m'est venu assez tard dans le projet. Et en fait, dans toute cette aventure, parce que ça a quand même été une grande aventure, ce travail de portrait qui m'a emmenée dans 3 régions différentes du Japon, avec des femmes de toutes sortes d'âges, de parcours, etc. J'ai ressenti que dans nos rencontres, avec cet axe qui était le portrait, le fait de regarder le visage de quelqu'un pour le reproduire, on entre en fait dans le regard de la personne, ça crée quelque chose d'assez spécial. Et c'est devenu très intéressant quand je n'ai pas juste été quelqu'un qui cherchait à capturer quelque chose, mais quand j'ai commencé aussi à partager beaucoup plus mes émotions et mon parcours personnel. Et là, il y a un bel échange qui s'est installé. Et j'ai senti qu'il y avait un effet vraiment de miroir. Et le fait qu'on soit issus de cultures très différentes, d'une certaine façon, même si concrètement, en termes de langue, etc., ça pouvait être compliqué, ça favorisait aussi un échange très profond. Parce qu'il y avait cet effet miroir de « tiens, mais ailleurs, c'est complètement différent, et donc chez moi, c'est comme ça ». Et ce titre, « Celle qui éclaire le ciel », c'est une allusion à une très célèbre légende de la mythologie japonaise, à savoir un récit de la déesse Amaterasu, qui est la déesse du soleil. Et j'ai trouvé très intéressant que cette déesse du soleil japonaise soit une femme. C'est assez rare dans les mythologies que le soleil soit associé à un principe féminin. Donc je trouvais que c'était bien en phase avec le livre. Et je ne vais pas raconter tous les détails de cette mythologie, mais un épisode très connu des récits qui l'entourent explique qu'à un moment donné, cette déesse s'est fâchée avec ses frères et s'est enfermée dans une grotte. Et en fait, le monde s'est retrouvé plongé dans l'obscurité puisque le soleil était reclus dans une grotte. Et les dieux ont rusé pour la faire sortir de sa grotte et ils l'ont un petit peu attirée à la sortie en faisant beaucoup de bruit, beaucoup de musique. Et ils ont mis à la sortie de la grotte un miroir. Et quand elle est sortie, elle s'est vue dans le miroir et elle a découvert sa propre lumière et elle a renvoyé au monde vraiment sa lumière. Et j'ai trouvé que c'était un beau titre. Littéralement, Amaterasu, ça veut dire « celle qui illumine le ciel ». J'ai trouvé que c'était un beau sous-titre pour mon livre de portraits parce que je trouve que chacune des 40 modèles a quelque part accepté de sortir de la grotte et de se regarder dans ce miroir que moi je lui tendais, Gaijin venu de Belgique. Et j'avais vraiment envie de mettre en valeur
la beauté unique de chacune et de chaque parcours. Et puis j'ai essayé aussi en miroir de partager un petit peu mon parcours à moi. Et donc voilà, cette image de miroir et de lumière me parlait très fort. Chaque portrait est accompagné d'un commentaire et le commentaire est trilingue, donc français, anglais et japonais. Les commentaires, c'est vous qui les avez composés ? Oui, tout à fait. Donc, il y avait vraiment, dès le départ, chez moi, l'envie d'avoir un portrait peint ou dessiné. Et puis, on regarde ça, un texte qui racontait un peu soit de notre rencontre, soit de l'histoire de la modèle, soit un petit peu un mélange des deux. Et donc, j'ai travaillé avec des interprètes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai aussi exposé le projet sur place. Il y a eu 4 expositions. Et donc, j'ai eu besoin que ces commentaires soient traduits en japonais. Et donc, j'ai eu la chance de trouver une formidable traductrice dans mon entourage qui a traduit magnifiquement tous les petits textes. Et moi, j'ai fait une traduction aussi en anglais. Comme on était un petit peu dans un milieu international, on s'est retrouvé avec une version trilingue qu'on a décidé de garder dans le livre, en tout cas pour les textes courts. Parce que c'était graphiquement joli, parce que ça avait du sens d'avoir le japonais, et aussi dans l'espoir qu'on puisse diffuser le livre au-delà de la francophonie. Dans ce livre, il n'y a que des femmes. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une sorte de message que vous avez envie de véhiculer, un message peut-être féministe ou pas ? Oui, alors effectivement, quand j'ai commencé le projet, je me suis pas dit je vais faire un livre féministe pour la cause des femmes, etc. Mais c'est vrai que j'avais un petit peu cette image, que la condition de la femme au Japon n'était pas très très égalitaire, et bon, effectivement c'est encore toujours le cas, même s'il y a des choses qui évoluent. Mais je crois que j'avais surtout une grande volonté d'aller au-delà des stéréotypes. C'était un petit peu instinctif, cette idée de je vais travailler avec des femmes et ce sera un livre sur les femmes et il y aura que des femmes. Donc j'ai du mal je peux pas dire que dès le début il y avait un message, mais en tout cas au fur et à mesure que le projet s'est développé, il y a eu vraiment une envie de montrer la diversité des parcours possibles et aussi la manière dont différentes femmes peuvent se positionner par rapport un petit peu aux normes sociales de la culture d'où elles viennent, comment elles se sentent par rapport à ça et comment éventuellement elles s'en accommodent ou elles le contournent. Oui, en tout cas, il y a un message au niveau de la diversité et je voulais vraiment avoir quelque chose de très polyphonique et je voulais surtout qu'on entende leur voix. Et donc, que ce soit pas moi qui fasse un commentaire sur la condition de la femme au Japon. Y a encore pas tellement de femmes que ça qui travaillent. Et celles qui travaillent sont sur des postes hyper subalternes et elles sont super mal payées. Et les femmes japonaises doivent encore vraiment choisir entre la maternité et la carrière, etc. Je voulais vraiment que ce soit elles qui racontent leur chemin. Sur la couverture de votre livre, c'est l'un des modèles. Comment est-ce que vous l'avez choisi et pourquoi vous avez choisi ce modèle-là en particulier ? Alors, sur la couverture du livre, on a une modèle qui s'appelle Keiko, que j'ai rencontrée plutôt à la fin du projet, à Tokyo, qui a lancé au Japon une association pour l'accompagnement de la fin de vie. Voilà, une assez grande association qui est très, 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 très visible et qui fait un travail très important. Et comment est-ce que j'ai choisi la couverture ? On a choisi ça ensemble avec mon éditrice. Il y avait des critères assez rationnels, en fait. On voulait que la modèle présente en couverture ait vraiment un visage qui évoque le Japon, je vais dire un peu typiquement japonais, sachant que dans le livre, il y a aussi... moi, j'ai pris japonaise vraiment au sens large, donc pour moi... J'ai intégré au projet des femmes, par exemple, qui vivent au Japon depuis 20 ans ou 30 ans, mais qui sont nées ailleurs. Donc, il y a une Brésilienne, il y a une Belge. Donc, on voulait en tout cas avoir une Japonaise sur la couverture. On s'était dit aussi que pour qu'elle soit représentative, ce serait pas mal qu'elle soit ni toute jeune, ni très âgée. J'ai fait des portraits aussi de vieilles dames de 90 ans et...
On avait l'impression que ça envoyait quand même dans une direction qui était un peu trop fermée. On voulait que ce soit plus ouvert. Et on voulait aussi qu'elle soit très souriante et colorée. Enfin voilà, des critères très 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 rationnels. Et puis il se trouve que donc on est tombé sur le portrait de Keiko qui réunissait tous ces critères. Et il se trouve en fait que moi j'ai envie de me réorienter dans le futur, de travailler dans l'accompagnement de la fin de vie et dans les funérailles. Et donc je trouvais aussi que c'était quelque part un chouette clin d'œil qui bouclait un petit peu la boucle. Et voilà. C'est amusant parce que j'ai aussi revu cette modèle après mon retour du Japon. Donc avec mon mari, on a habité 2 ans à Jérusalem après le Japon. Et en fait, je suis retombée un peu par hasard sur cette femme, Keiko, qui venait faire une formation dans le désert du Negev. Et donc on s'est revus là-bas, etc. Donc oui, à la fois c'était un choix rationnel et à la fois il y avait une sorte de petit clin d'œil de l'univers comme ça. Votre éditrice, c'est la responsable de Parti pour Édition. Elle a été facile. Vous avez eu facile à trouver une éditrice ou une maison d'édition plutôt pour votre livre? Alors en fait, j'ai eu beaucoup de chance puisque c'est Laurence Van der Hagen, donc des éditions Parti pour, que je connaissais par ailleurs, qui a un petit peu découvert le projet. Je ne sais plus si c'était via Facebook ou via une discussion, mais en tout cas, elle a su que j'étais au Japon en train de travailler là-dessus. Et c'est elle, en fait, qui est venue assez rapidement vers moi en me disant « Mais ce projet, ce serait vraiment bien d'en faire un livre, il y a vraiment une belle matière. Est-ce que ça te dirait de faire un livre chez moi ?» Une dernière question, vos projets, vous en avez ? Oui, les projets en cette période. Comme je l'évoquais il y a 2 ou 3 questions, j'essaye de me réorienter un petit peu. Donc j'ai en vue un projet de formation pour devenir célébrante funéraire. Vous n'allez plus faire de croquis ? Si, je vais continuer à faire des croquis. Après, peut-être qu'à un moment donné, ce sera moins mon gagne-pain et voilà, plus quelque chose que je ferai pour moi, on verra. Après, j'aimerais vraiment bien en fait intégrer mon approche artistique et cette sensibilité-là justement à ce projet autour du funéraire. Donc pour moi, c'est très le fait que j'ai travaillé aussi beaucoup dans les mariages avec le dessin. Je pense que ça m'a donné aussi une grande sensibilité au rituel. En tout cas, voilà, peut-être que vu de l'extérieur, ce sont des choses assez différentes, mais moi, je sens un fil rouge assez fort entre toutes ces activités. Voilà, sinon, j'ai aussi un livre en préparation c'est un guide illustré de Jérusalem, donc, où j'ai habité 2 ans. Allez, et une vraie dernière question, une aventurine, c'est quoi exactement ? Alors, l'aventurine, concrètement, c'est une pierre semi-précieuse de couleur verte qui apparemment est réputée amener la chance et l'abondance. Et au moment où j'ai lancé un petit peu mon activité autour du croquis, avec le croquis d'événements, etc., j'ai cherché un nom et j'ai choisi un nom, pour le coup, de manière pas très rationnel parce que voilà, il n'y a pas de lien direct avec ni avec le croquis ni avec le monde du mariage. Et en fait, je suis pas quelqu'un qui travaille sur dans un seul univers, dans une seule direction. Voilà, c'est mon fonctionnement. J'ai besoin de développer différentes facettes qui après se nourrissent mutuellement, mais c'est difficile pour moi d'être voilà, sur une seule ligne, dans une seule case. Et du coup, j'ai cherché un mot, un mot très ouvert dans lequel je pourrais faire rentrer toutes sortes d'activités en fait. Et dans Aventurine, il y avait l'aventure. Il y avait un peu cette image de chance et puis ça sonnait bien et voilà. Enfin, ça s'est imposé un peu naturellement. Merci à vous, Florence Plissard, d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage qui s'appelle « Japonaise, celle qui éclaire le ciel ». C'est publié chez Parti pour
Édition, qui est une toute nouvelle maison d'édition. Si vous voulez en savoir plus, sachez que Florence Plissard a aussi un site, florenceplissard.com. Alors, avant de vous laisser, vous les auditeurs, d'abord, je vous remercie d'avoir une oreille fidèle depuis déjà plus de 3 ans aux interviews d'Eric Cooper. N'hésitez pas, bien sûr, à liker le podcast, à le partager sur les réseaux sociaux avec vos amis. Et puis, abonnez-vous aussi, comme ça, vous serez tenu au courant de la publication des prochaines interviews des podcasts d'Eric Cooper. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, sur ce, je vous quitte, que la force soit avec vous et à très bientôt. Ça y est, c'est fini.